Comment à lui tout seul, Salomon Kalou a failli faire vaciller toute la Bundesliga? Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est la question de ce mardi 5 mai. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et soyez les bienvenus à la maison pour ce point média. Salomon Kalou, joueur du Hertha Berlin avec son coéquipier Ibišević. Je vous emmène ainsi sur la côte orientale du pays. La frontière française est ici. Salomon Kalou qui avec une vidéo Facebook Live hier pénètre dans l'enceinte sportive du Hertha Berlin pour procéder aux tests médicaux engageant éventuellement la reprise des entraînements collectifs avant la reprise de la Bundesliga orchestrée par Angela Merkel. Il est ici avec son coéquipier et ce titre à la une de Bild, inacceptable. Les conditions, le protocole sanitaire ne semblent pas respectés par les joueurs. Regardez ici les mains non gantées des joueurs, check entre les deux, proximité, pas de conditions sanitaires respectées. Par la suite, Salomon Kalou qui présente son bulletin de salaire à son coéquipier. Il faut rappeler que les joueurs ont orchestré avec le club une baisse salariale de moins 10% pour faire face à la crise financière éventuelle liée au Covid-19. Vraisemblablement, selon les joueurs, cette baisse serait majorée. On serait au-delà des 10%, ce qui ne plaît pas du tout aux joueurs. Et d'ailleurs, Ibišević l'a largement manifesté sur le live de Salomon Kalou. Par la suite, ce dernier s'est rendu dans le bureau du thérapeute, là où sont procédés les tests, là où se font les tests anti-Covid-19. Dans ce bureau, il y avait déjà un joueur. On n'a pas le droit d'être à 3 dans le bureau. Du coup, le thérapeute a demandé à Salomon Kalou de sortir. Du coup, dans les colonnes de Bild, on se demande tout simplement pourquoi. Pourquoi ce discrédit de la Bundesliga? On évoque une bêtise toute simple du joueur. On évoque également l'éventuelle vengeance, car Salomon Kalou n'a joué que 5 matchs cette saison avec un seul but marqué. Il faut savoir qu'il est en fin de contrat en juin prochain. Il était arrivé en provenance de Lille, souvenez-vous, en 2014 pour 1,8 million d'euros. Ce qui est sûr, c'est que la Ligue allemande s'est emparée bien évidemment de cette affaire, a fustigé sur les réseaux sociaux, regardez avec le hashtag Kalou, l'attitude du joueur. Réaction immédiate du club, mise à pied immédiate de Salomon Kalou, affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que le monde politique s'est donc engagé une nouvelle fois dans la brèche et on s'interroge sur la crédibilité, la viabilité du protocole de soins, non quant à sa capacité, sa force, mais quant au respect des joueurs. Ont-ils conscience de ce protocole? Regardez ici le live, le direct de Berlin. On parle des réseaux sociaux, du contrôle de ces réseaux sociaux par les clubs et par la Bundesliga. Ici, regardez, 10 cas positifs, pour rappel en Allemagne, et une vidéo à elle seule pour déstabiliser la DFL. Le modèle de reprise allemand est-il mis en danger? Je vais vous dire très certainement que non. Pourquoi? Car regardez également du côté du club de Paderborn. Ça, c'est intéressant. Il y a eu la deuxième vague de tests également médicaux. 0 positif du coup. Reprise des entraînements individuels. Voilà le signe positif qu'il faut retenir. Merci une nouvelle fois à Pat Guillou pour l'éclairage très juste sur cette affaire. En Italie, on recommence également. Ricominciamo. Regardez dans la situation de la Serie A du côté du Corriere dello Sport. Les clubs ont repris. Je vous rappelle hier que les provinces, 4 provinces de l'Italie ont donné leur OK à la reprise des clubs respectifs. Pour 4 provinces, 8 clubs concernés. Les autres vont également reprendre. Cristiano Ronaldo est sur le chemin du retour. L'Inter est également en phase, ça y est, de reprise annoncée. L'AS Roma également. Sur les 8 clubs, c'est Sassuolo qui, le premier, a repris tout ça. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le monde politique, ça y est, a réagi notamment à l'attitude du ministre des Sports, Spadafora, regardez, qui se retrouve seul. Car la Serie A, entre guillemets, reprend. Qui dit ça? Les voix fortes du Sénat. On a tout simplement dit au ministre des Sports qu'il n'était pas le patron du foot. Et c'est tout simplement monsieur Matteo Renzi, l'ancien chef du gouvernement italien, le prédécesseur de Giuseppe Conte, le premier ministre, au-dessus de Vincenzo Spadafora, qui a déclaré tout simplement au ministre, attention monsieur, vous n'êtes pas le patron du foot, ça se décide ailleurs et autrement, et notamment au Sénat, qui a donc appelé clairement à la relance du football en Italie. Lautaro Martinez sera-t-il en Serie A la saison prochaine? Vous le savez, c'est le gros dossier transfert. À la une de la presse catalane Sport, on nous dit que ça y est, on trouverait l'accord autour de 60 millions d'euros, plus de joueurs. Du côté de la Gazzetta dello Sport, on nous dit 80 millions d'euros. On est en train de trouver l'accord. On était parti à 110, 90, 80, 60. Ça devrait très certainement se faire du côté de Lautaro Martinez. Attention, le Barça manque toujours de liquidité, je vous le rappelle. Du coup, à la une de Mundo Deportivo, on nous parle des 11 renforts possibles, les 11 joueurs prêtés à droite à gauche sur le continent européen, notamment avec Rafinha, mais surtout avec Coutinho. Et du coup, regardez ici Coutinho
Coutinho. Souvenez-vous, c'était lui ici, le chevelu du côté de l'Espagnol Barcelone. On est en 2011-2012. Il est prêté par l'Inter Milan. Celui qui a obtenu ce prêt, c'est lui. Pochettino, qui du coup, regardez le titre de Marca, le Barça, entre les mains de Pochettino. Pourquoi? Vous savez qu'il est l'homme annoncé sur la liste de Newcastle pour être le prochain entraîneur de Newcastle, qui a été racheté par un puissant consortium financier d'Arabie Saoudite, listé par cet homme. C'est lui qui était allé le chercher à l'Inter. Il avait voulu d'ailleurs le conserver une année de plus, mais Liverpool était passé ensuite par là. Attention, parce que Monsieur Coutinho pourrait suivre les pas de Pochettino et ainsi se retrouver cette fois du côté de Newcastle. En parlant de Première Ligue, j'ai adoré cette attitude, je voulais vous la montrer absolument. C'est celle du coach ici, Daniel Farke. Je vous en avais déjà parlé, le coach de Norwich, dernier de Première Ligue à la bataille pour éviter la relégation. C'est l'un des premiers coachs à avoir baissé ses émoluments volontairement pour faire face à la crise financière du Covid. Regardez son message, il est très très clair. Alors que tous les clubs sont en phase de préparation, on est ici du côté de Liverpool, en individuel, lui le dit, ok pour une reprise, ok on va se battre pour éviter la relégation, mais attention, je ne veux pas de deadly game, je ne veux pas jouer la vie d'un seul homme en cas de reprise et de danger. Mot très fort de la part de Daniel Farke et c'est à souligner. On reste en Première Ligue, les amis, avec un dossier qui sera sur la table des dirigeants anglais vendredi. Je vous ai parlé hier d'une grosse réunion, notamment sur la neutralité des terrains choisis pour jouer les 92 matchs restants. Là, c'est un cas également, les joueurs prêtés. Quid des joueurs prêtés? Les contrats au 30 juin prochain, alors que le championnat pourrait durer jusqu'au 2 août, donc date passée. Que vont faire ces joueurs? Et notamment ce symbole, Manchester United, avec le gardien qui est prêté du côté de Sheffield, Dean Henderson, qui est en train de réussir une saison de fou furieux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez ce classement de la Première Ligue. Manchester United est ici, 45 points. Sheffield est ici, 43 points. Ils se battent tous les deux pour les accessites en Coupe européenne. Du coup, que va faire Manchester? Laisser Henderson du côté de Sheffield au-delà de la date du prêt, en risquant de voir un gardien qui pourrait bloquer l'accessite en Coupe Europe? C'est une grosse question. Ce sera donc sur la table de ce Friday, très important pour tout le championnat anglais. Voilà pour les informations professionnelles. On en vient au foot amateur. Vous savez que j'aime cette page et merci d'ailleurs à vous tous pour vos contributions. Je vous emmène ici en Nouvelle-Aquitaine avec 3 clubs amateurs qui décident de se battre. Regardez, c'est dans les colonnes de Sud-Ouest. On ira jusqu'au bout. Traduction, ici le Stade Bordelais. Ici le FCE Mérignac-Arlac et ici le FC Bassin d'Arcachon. Les 3 clubs étaient en national. Les 3 clubs vont descendre suite aux décisions de la 3F de geler le football amateur depuis le 16 avril dernier. Vous savez, avec des formules choisies qui n'ont pas été du goût de tous. Le maintien ou les descentes de certains. Les choix de calcul de classement au quotient qui ont parfois défavorisé des leaders privés de montée alors qu'ils étaient devant des concurrents qui avaient joué moins de matchs. Des critères retenus en cas d'égalité. Voilà, tous ces critères choisis par la Fédération française de football. Certains clubs amateurs qui ont été lésés viennent les contester et ils ont formé un collectif d'une quarantaine de clubs. Ces 3 clubs en font partie tout simplement car le Stade Bordelais descend de National 2 en National 3. Le Mérignac-Arlac descend de N3 en Régional 1, en R1. Et pareil pour le FC Bassin d'Arcachon avec une descente en Régional 1. Ces 3 clubs se manifestent contre la décision de la 3F. On ira jusqu'au bout avec ce collectif. Il faut savoir que le Stade Bordelais, de façon individuelle, s'est engagé également avec un recours auprès du CNOSF. Le foot amateur doit vivre, c'est important. Il faut trouver les bonnes solutions pour garder pérennes les structures autour des clubs amateurs. Pour terminer cette édition, les amis, je voulais vous montrer ça parce que il faut garder ça en mémoire et saluer une nouvelle fois toutes les victimes de ce drame, de ce chaos intervenu le 5 mai 1992. Jour pour jour, il y a 28 ans. Pour les plus jeunes, sachez que se jouait alors une demi-finale de Coupe de France entre Bastia et l'Olympique de Marseille. Une tribune s'est effondrée, causant la mort de 18 personnes, plus de 2300 blessés. C'est un anniversaire assez sombre aujourd'hui, mais il faut garder la mémoire de cela. Le football français était alors dans un jour de chaos et c'est cette triste anniversaire que nous célébrons aujourd'hui. Pensez à toutes les familles, bien entendu, et au club Bastiais en ce 5 mai. Voilà les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité. Plus que jamais, on reste à la maison, on reste au confinement et profitez des vôtres.